Alors, pour le public qui n'était pas là lors des dernières conférences, je tiens à préciser donc cette conférence pour laquelle on est vraiment très heureux d'accueillir Daniel Schlier, qu'Eliott Adam va présenter dans quelques instants. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de l'école d'été à Aurum, qui prend place toute la semaine et pour laquelle un certain nombre d'événements publics voilà, sont organisés. Et donc ça, c'est l'avant-dernière conférence publique et il y en aura une dernière ce soir, celle de Rebecca Zorak à 18h30, qui aura lieu à l'auditorium et vous êtes toutes et tous bienvenus évidemment pour y assister. J'en profite pour remercier à nouveau les partenaires qui nous aident dans l'organisation de cet événement. Donc les laboratoires HAR, Histoire des Arts et des Représentations, et ETIS, dans le cadre de l'ANR à Aurum, le musée du Louvre et en particulier la direction des études de la recherche et de la direction des études muséales et de l'appui à la recherche, l'Institut national du patrimoine, et il y en a toujours un troisième que j'oublie, et l'IXA bien sûr, Paris 1, qui nous a qui est partenaire et grâce auquel on a pu faire des ateliers hier après-midi. Voilà, je cède la parole à Eliott qui va présenter notre invité. Merci Romain, bonjour à tout le monde. Donc en effet, on avait aussi, donc bien sûr notre projet de recherche, il s'ancre vraiment plutôt sur l'art peinture et les usages de l'or au début de la période moderne, mais on avait quand même à cœur aussi de pouvoir élargir le spectre, hein, c'est l'objectif un peu aussi de cette dernière journée de l'école d'été, où on aura donc ce soir cette conférence sur les relations entre Europe et Amérique à travers l'or, et puis ce matin donc une très belle ouverture aussi chronologique et d'échange, parce que c'était aussi l'idée de pouvoir échanger avec un artiste contemporain qui utilise l'or dans sa pratique, pour comprendre aussi d'où lui vient cette idée, comment est-ce que l'or peut constituer encore un matériau aujourd'hui pour les artistes. Et vous savez tous très bien sûr, que l'or est très présent finalement dans l'art contemporain. Et nous, ça nous intéressait d'avoir aussi un regard de peintre sur cette question-là, de pas seulement passer directement sur les questions d'installation ou de différentes formes plus liées à l'art contemporain, mais aussi une question de peinture, de mise en œuvre de l'or dans la surface plus ou moins picturale du tableau. Et donc à ce titre, on est très très heureux de recevoir ce matin Daniel Schlier, qui est donc peintre, qui est dessinateur, qui vit et qui travaille à Strasbourg, qui a été diplômé de l'école des arts décoratifs de Strasbourg, et qui a enseigné pendant très longtemps comme professeur de peinture à la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg, également à la Haute École d'Art et de Design de Genève, avant de rejoindre en 2017 l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris comme professeur de dessin. Et Daniel Schlier, il a réalisé un grand nombre d'expositions en France, à l'étranger. Il y a eu notamment une grande rétrospective, alors je ne sais pas si c'est une rétrospective, mais une grande exposition à Strasbourg en 2003, et un certain nombre d'expositions également dans ces différentes galeries, et notamment la galerie Bernard Jordan, où Daniel Schlier nous propose de l'accompagner après cette conférence pour qu'on puisse justement avoir l'occasion de voir des œuvres en vrai, de pouvoir en discuter un petit peu au-delà de ce qu'il va nous présenter aujourd'hui dans le cadre de cette conférence. J'ajoute que ces œuvres sont maintenant présentes dans un certain nombre de collections publiques, dans plusieurs FRAC, au Fonds national d'art contemporain également, dans quelques musées aussi des Beaux-Arts où on en a vu on en a croisé nous au cours de nos recherches sur des périodes plus anciennes. Donc on est très très heureux ce matin de pouvoir échanger avec lui dans ce format un peu masterclass qui conjugue aussi un retour d'expérience de sa part sur cette pratique de l'or et finalement la manière aussi dont cet usage de l'or peut se faire sur différents supports. C'est ça qui nous intéressait aussi beaucoup dans son œuvre et finalement aussi d'où ça vient. Et ce parcours-là très personnel, c'est aussi à mon sens ce qui nous intéressait beaucoup dans l'idée de cette rencontre, voilà, avec un créateur d'aujourd'hui. Donc merci beaucoup Daniel Schlier. Et je vous cède donc la parole. Très bien. Merci Romain, merci Eliott pour cette invitation. Et
comme Elliot le précisait, c'est une présentation qui va être un peu foutraque. Je me prémunis à l'avance de mon incapacité à être un petit peu ordonné, mais elle l'est parce que vous allez voir que mon travail, par nature, est fait d'aller-retour permanent entre des choses faites il y a 20 ans, des choses que je revois aujourd'hui, que je reconsidère. Enfin, il y a un aller-retour permanent. Ce qui fait que vous allez voir, soyez attentifs au format et aux dates des œuvres que je vais vous montrer, vous allez vous rendre compte qu'il y a comme ça des allers-retours. Ce qui est aussi l'occasion pour vous de m'interrompre, tout simplement, de lever la main, de me poser des questions, de venir sur ça. C'est la forme qu'on a décidé avec Elliot et Romain, donc n'hésitez vraiment pas. Pour moi, ce n'est pas une conférence au sens classique du terme, c'est plus une espèce de mise à plat, comme ça, de questionnement. Et en échangeant avec eux deux, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais déjà fait une conférence au Musée Unterlinden il y a 2 ans sur l'influence du retable d'Isnheim sur mon œuvre. La chose était un peu grandiloquente, dite comme ça, mais c'était surtout comment je suis infusé par cette culture rhénane et dans laquelle je vis et dont je suis doublement originaire. Et quand on sait d'où on vient, peut-être qu'on sait un peu moins où on va aller, mais en tout cas, voilà, c'est une proposition comme ça un peu particulière. N'hésitez pas à m'interroger. Si vous avez l'occasion de lire les dossiers de presse, vous allez vous rendre compte que très très souvent on me traite d'éclectique, de composite, d'ironique, d'excentrique, de gars difficiles à cerner, on ne sait pas dans quel tiroir le mettre. Ça, je l'ai entendu littéralement de la part d'une directrice d'une institution. Aujourd'hui, les temps changent. Hein. Aujourd'hui, je suis plutôt le mâle dominant hétérosexuel en situation de pouvoir, donc voilà, je suis un peu rattrapé par toutes ces choses-là. Je ne reconnais absolument rien dans tout ce qui est souvent écrit et repris, parce que vous savez très bien que les dossiers de presse sont très feignants et se reproduisent comme des lapins et ne se remettent pas en cause. Il y a un seul argument que je retiens là-dedans, c'est l'excentricité. Alors, sous la plume de notre fameux Philippe Dagen, j'ai un jour été comparé à Giraudet-Riosson, qui était une comparaison certes très, très flatteuse, mais réellement flatteuse, mais évidemment j'étais très très loin de ces problématiques-là. Excentrique dans le sens où je ne suis pas au centre, ça certainement. J'échange souvent avec mes contemporains. Pour vous situer un petit peu l'histoire, je suis l'exact contemporain de Marc Desgrands-Champs, de Yann Peiming, de Jamel Tata. Voilà, ce sont mes collègues. Je les ai rencontrés très très tard, autour de 40-45 ans. Nous n'avons jamais exposé ensemble lors de nos débuts. J'ai toujours été le peintre dans une galerie de photographes, d'installateurs, de créateurs d'objets divers. J'ai toujours été le gars un peu à côté parce que je n'ai jamais eu la croyance en la peinture. Je suis un véritable dominicain. Je ne sais pas si je crois. Et comme je ne sais pas, j'ai mes vertus à vérifier si ça existe. D'où un petit peu cette présentation qui m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, rentrer dans le travail par le biais des matériaux est une chose qu'on ne fait pas très souvent. On est souvent dans le métalangage. Et cette proposition aujourd'hui m'intéresse bien parce que précisément, on va parler de format, de techniques anciennes, de choses comme ça. Lorsque vous allez voir des images, il y a des formats. Donc, vous vous rendez compte ici, lorsque je m'amuse avec des choses comme ça, là, vous avez des œuvres qui s'étalent sur une quarantaine d'années. Je ne vais pas rentrer plus en avant que ça, mais c'est pour vous dire que tout travail qui est présenté aujourd'hui s'appuie sur 10, 20, 30, 40 ans parfois d'expérience, de regard porté sur les œuvres dans les musées, les expositions, de regard porté sur son propre travail. Et mon parcours a été fait, vous pouvez le deviner à gauche, à droite pour vous, une peinture sur liège, il y a des toiles en haut à gauche tout en rouge, il y a beaucoup de sous-verts, singularité de mon travail. Donc réellement de la peinture dite sous-vert, pas de fixé sous-vert, c'est une extension de langage complètement fausse. Il y a des toiles, il y a des peintures sur des panneaux d'aluminium, sur des panneaux de cuivre, et sur du marbre. Tous ces supports classiques de la peinture, mais qui sont un peu oubliés, ce sont des choses qui m'ont beaucoup intrigué. Si vous êtes curieux, je vous invite simplement, pour avoir une vision antéchronologique, d'aller sur mon site, donc danielschlier.com, et là vous verrez un peu développer comme ça tout le travail. On va commencer par le commencement, tout simplement. Vous avez là les 2-3 premières peintures réellement et qui ont été l'argument de cette invitation. Le Goldgrund, simplement.
le fond à la feuille d'or. De l'or, ça c'est une version Versailles, Versailles classique, pas le Versailles citron. Des images qui sont très affirmées, très autoritaires, même d'une certaine façon, hein, cette espèce de chevalier qui fait offrande d'un moteur. Évidemment, cette espèce d'autorité que l'image peut avoir, elle vient toujours a posteriori. Il faut bien en avoir conscience. Souvent, on est perçu par la critique ou par les amateurs comme quelqu'un qui a des choses à dire. C'est pas vrai du tout. Ne faites pas confiance à cela. Les artistes sont des menteurs. Avant que d'avoir cette peinture, par exemple, j'avais un vague croquis absolument misérable sur une feuille de papier, et les choses se font littéralement en se cristallisant au fur et à mesure de la construction. Et le fait qu'il y ait un fond d'or, qu'il y ait des choses très finies, des choses un peu plus lâchées, etc., ce ne sont vraiment que des décisions au coup par coup qui se prennent et qui font qu'en montant l'espèce de choses, cette espèce d'organisme, arrive cette image. Mais ce n'est pas le chemin inverse. Tiens, j'ai une idée en tête et je vais la réaliser. Ce n'est pas du tout ça. Et c'est là où il y a souvent une confusion quant à la perception de mon travail. Si j'étais peintre abstrait lyrique américain des années 50 et que la droguerie était mon territoire d'expérimentation, comme le disait le grand Greenberg, on comprendrait tout de suite. J'ai l'impression souvent d'appliquer la même logique de travail, mais à une imagerie pseudo-figurative. Et c'est là où il y a souvent une confusion. Malgré tout, et là c'est votre actuel directeur, Éric de Chassey, qui m'avait interrogé sur ces choses-là. Il avait repéré qu'il y avait des armures, évidemment, mais beaucoup d'armures essentiellement rhénanes, Nuremberg, Augsbourg, fin 15e, début 16e. Oui. Je ne suis pas un spécialiste de l'armure, mais Milan m'intéresse beaucoup moins, trop maniéré. J'en ai fait 2-3, quand j'ai poussé les choses dans une espèce de maniérisme total. Mais il est vrai qu'il y a une espèce de simplicité, comme ça, d'évidence dans ces armures-là qui m'intéressent plus. À vrai dire, ce sont des costumes qu'on enfile. Quand on fait un travail, on est très fragile, on ne sait pas ce qu'on fait, et donc on enfile des costumes. Et c'est une collectionneuse qui avait acheté un des tableaux avec un chevalier qui m'a rendu attentif à la lecture du Chevalier rouillé, ce fameux texte de Moravia, et que je n'ai jamais lu, que mon petit-fils a lu et qui m'a dit « Papy, il faut que tu lises ça absolument » et que je n'ai jamais lu. J'ai une espèce d'inquiétude comme ça, devoir le lire peut-être, allez savoir. Mais en tout cas, voilà, ce sont des choses qui sont à la fois une forme de littérature plastique, une forme de littérature visuelle et qui parfois trouvent des échos avec des... Je trouve souvent des échos avec des démarches d'écrivains, à vrai dire, ou de musiciens. Un dernier tableau, ce sont vraiment les premiers, hein, qui donc datent d'une exposition faite en 2008. Et j'en avais fait une dizaine de ce format-là, donc 150 sur 120. Et je voulais très littéralement me prendre de face cette question de la figure sur le fond. Tous les modernismes du XXe siècle ont été dans cette espèce de déconstruction, dans la relation fond-forme, hein, ça commence avec Cézanne, de façon très très radicale, et tout le XXe siècle, tous les modernismes sont sur ces questions-là, jusqu'au all-over à la Pollock, en passant par l'écran sérigraphique de Andy Warhol qui lamine tout. Et je me suis vraiment interrogé, c'est quoi le haut, le bas, la droite, la gauche, le devant, le derrière, et lorsque vous êtes dyslexique comme je le suis, si je m'empare d'une technique comme le sous-vert, vous allez en voir 2-3, je n'ai pas beaucoup insisté sur cette technique. Si vous faites du sous-vert, ben, vous faites tout à l'envers, à vrai dire. Et pour moi, c'est d'une facilité déconcertante. Avec beaucoup de gens sont là, mais attends, c'est fait comment? Explique-moi. Encore il y a 3 jours dans l'atelier, quelqu'un est passé, je ne comprends pas. Tu fais quoi d'abord? Ben, c'est très simple. Tu fais d'abord le premier plan, après le deuxième plan, mais tu inverses. Et tu fais droite-gauche, devant-derrière. Ça chante. On ne comprend pas. C'est pourtant très simple. C'est une technique d'une simplicité déconcertante. Mais bon, voilà, c'est une disposition d'esprit, et pour moi, souvent, c'est plus compliqué que de chercher ça. D'où cette histoire, vraiment, et j'insiste, je reviens à ce terme de Goldgrund qui dit tout, hein, le sol, littéralement, le fond d'or,
cette construction qui part à partir de cela. Et je l'ai poussé parfois jusque dans cette peinture-là, où vous voyez des mains apparaître, ce sont des mains à taille réelle, et il y a deux poliments différents, il y a deux assiettes différentes. Il y a une assiette verdâtre pour le fond et une assiette gris anthracite pour les mains. Alors c'est difficile à voir sur la photographie, mais le tableau se trouve au Musée des Beaux-Arts de Nantes, et lorsque vous pouvez le voir sous une lumière naturelle réelle, vous sentez que l'or perd son éclat, et enfin, ça joue précisément sur des micro-nuances. Et c'est là où je dois préciser aussi pourquoi cet or, mais on en parlera de façon très très diversifiée. Pour moi, c'est une couleur d'abord. C'est un matériau couleur. Vous allez voir des peintures dans lesquelles j'ai vraiment de façon très, très excentrique agrandi le pigment. J'ai pris des perles de verre que prennent les enfants pour faire des petits colliers. Ce sont des pigments agrandis. Et l'or est véritablement pour moi un matériau et une couleur. Et d'ailleurs, on ne le voit pas très bien dans ces peintures, mais je me fournis en Allemagne, pour être très pragmatique, à Schwabach. En France, il y avait un batteur d'or qui avait un monopole et qui s'est cassé la figure. Je ne comprends pas très bien, alors qu'en Allemagne, il y en a 25 et qui se battent et qui arrivent à survivre. Et Schwabach, qui est au sud-ouest de Nuremberg, est la capitale des batteurs d'or européens depuis des siècles. Et vous avez encore là-bas une bonne dizaine aujourd'hui, ça commence aussi à se racheter les uns les autres pour faire des plus grosses boîtes, mais il y a là une tradition en Allemagne qui a été maintenue par le baroque. Autant la feuille d'or s'est arrêtée après la Révolution, elle a repris au 19e, mais il y a une tradition baroque qui a perduré en Allemagne, et vous avez une palette, si vous allez sur les sites des marchands d'or en Allemagne, vous avez une palette qui va jusqu'à une trentaine de couleurs, qui va de l'or 24 carats jusqu'à des ors pâles, platine, cuivre, argent, des ors qui sont plus qu'à 10, voire 9 carats parfois, mais qui sont une couleur extrêmement variée et qui faisaient face tout simplement à la demande des églises baroques qui ont beaucoup utilisé le matériau or aussi comme une couleur. Et pour ce qui me concerne, il y a une couleur que j'aime beaucoup, qui est le vert pâle, qui est un or vert pâle de 14 carats, donc qui est mélangé avec des cuivres, de l'argent et un peu de platine, je crois. Et donc ça fait je pense qu'il aurait été intéressant, dans le cadre du colloque, d'avoir carrément les différentes qualités de feuilles d'or en réel, à vrai dire, hein, pour que vous puissiez voir à quel point ça peut être très visuel, en fait. Et non pas simplement l'idée de l'or sur le cadre et le fond doré du maître italien primitif, en fait. Il y a véritablement une histoire des couleurs de l'or. Oui. Oui. Alors, c'est aussi du métal. Mon tableau est le retable d'Isenheim, que je vais voir 2 fois par an minimum, que j'ai eu le droit de toucher. Comme je suis allé voir, toucher les scrofules pestiférés. J'ai même vu les empreintes digitales de Grunewald sur un petit détail, mais qui est un très très beau détail. C'est les traces de sang sur la flèche du Saint-Sébastien qui sont appliquées non pas au pinceau, mais avec des empreintes digitales, comme un bourreau qui aurait pris des flèches ensanglantées, qui avait les mains pleines de sang. Un peu des détails comme ça magnifiques. Mais c'est pour dire aussi que j'ai suivi de très près la restauration et la palette, parce que c'est une palette très très à part. Il a utilisé l'or évidemment, mais il a également utilisé la stibine, qui est un matériau, un pigment qui est métallifère, qui a un reflet graphite, etc. Et ce que vous voyez là, c'est vraiment c'est mon côté maître ancien en fait. C'est pas en grisaille, vous le voyez bien. Et le fond gris que vous voyez sur le casque, en fait, c'est de la peinture acrylique métallisée, c'est de l'acier. C'est de la poudre d'acier. Il y a chez Golden, le meilleur fabricant de couleurs acryliques, une marque américaine, 2-3 qualités de pigments métalliques qui sont des aciers qui sont stabilisés, qui n'oxydent pas et qui sont sous 2-3 granulométries différentes. Et donc j'ai appliqué tout simplement un aplat en fait, et je reviens dessus en blanc et noir pour monter et descendre, comme une grisaille classique en fait, sur un fond gris neutre en fait. Et c'est fait à l'aérographe. Technique impure par excellence. C'est celle des camions avec les Indiens sur leur cheval ou bien les manèges de foire. Quoi. Je voulais savoir, est-ce que vous comprenez la technique des anciens qui est de faire d'abord un fond brun rouge avant de poser la feuille d'or?
Alors, c'est la technique des anciens, version franco-italienne. Là, c'est effectivement panneau de bois, gesso, classique, colle de peau de lapin, poudre de marbre, lithopone, c'est de 3-4 couches, c'est monté. Par contre, je me passe du pinceau, le rouleau est très très bien, poncé, etc. Et ensuite un poliment de 3 couches, mais là, je passe sur un fond verdâtre. Un fond vert d'eau, pistache, verveine, comme ça, très 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 pâle, qui est typique de la qualité, de la couleur allemande en fait. Hein. J'ai fait 2-3 fonds rouges, mais c'est réellement pas mon histoire. Je trouve que ça lui donne un caractère comme ça, très bourgeois, et c'est pas du tout ça qui m'intéresse. Hein. C'est réellement l'usage d'une couleur qui visuellement est froide en fait. Et l'itération, le fait que souvent sur ces fonds rouges on les voit parce que... Ah bah là, vous avez, Est-ce que alors là, réellement, si vous avez, on en verra un tout à l'heure, puisque, comme dit, à l'issue de cette micro-conférence, on ira à la galerie pour ceux que ça intéresse, et un des chevaliers sera présent, et vous pouvez voir, à travers effectivement, les feuilles sont très fragiles, hein, elles laissent passer des couleurs, vous verrez, il y a le fond vert, en fait, qui apparaît. Mais comme c'est un or vert, ça a la même logique visuelle que si vous avez un or 24 carats sur un fond rouge ou ocre, en fait. Non, alors ça dépend des peintures. Parfois j'ai 2-3 couches. Vous savez, le fond or parfait, c'est 3-4 couches minimum. C'est un budget. La feuille d'or est passée de 1,80 à 2,90. La petite feuille 8,8. Je le sais, j'en ai acheté 2400 là, pour une commande. Ça fait un budget conséquent. Et en fait, quand on pose en une couche, il y a une forme de légèreté aussi qui m'intéresse. Alors certains sont en plusieurs couches. Le tableau que vous avez sous les yeux est fait en 2 couches et on sent le côté un peu plus bouché en fait. Mais c'est un très petit format et visuellement on peut balancer, les petits formats supportent ça. Ne pas oublier, relisez Cennino Cennini, il dit prends avec ta pincette une feuille d'or de bonne qualité, elle ne doit pas plier. Donc on prend une feuille d'or et elle doit rester plane. Je vous mets au défi de faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, avec une bille, explosée, écrasée, compressée, on couvre un terrain de foot. Ça ne tient plus que par les effets de l'électricité, en fait. Réellement, une feuille d'or au XVe siècle, c'est l'équivalent d'une feuille de papier aluminium ménager de nos jours. Donc vous voyez, les technologies et les économies ont bougé aussi là. Il y a l'or, mais un petit détail, le visage de cette jeune femme est barré par des petits traits, c'est la poussière, ce sont des cheveux. Donc vous voyez, l'or, je ne dis pas que je le mets au même niveau que ses cheveux, mais un jour j'avais fait un truc à l'acrylique et puis j'avais laissé ça tranquillement passer la nuit et le lendemain matin, comme le vif artisan, j'ai voulu passer un grand coup de pinceau avec ma couleur acrylique préparée la veille. Sauf que j'ai un chauffage au sol et que la poussière s'était déposée. C'est du plastique, n'oubliez pas, et c'est électrostatique. Et j'ai déposé une couche de poussière considérable sur mon tableau, et plutôt que de m'arracher les cheveux, je me suis dit, bah tiens, je vais laisser ça. Et c'est un copain qui m'a donné la réponse, il m'a dit, c'est comme les mouches dans les vanités du 15e. Il a dit, tu as là les cheveux que je vais récupérer au fond de la bonde de la douche, parce que je vis avec un gynécée, une femme et des filles, toutes des cheveux longs. Bah oui. Et un chauffage qui produit beaucoup de poussière, donc c'est un matériau. C'est un matériau, et j'étais extrêmement ravi de retrouver dans certaines peintures de Lucian Freud, il a collé de la peinture, de la poussière, pardon. Et c'est un matériau qu'on retrouve facilement. Les cheveux, idem. Donc, vous voyez, c'est une espèce d'impureté comme ça, progressivement, qui passe de l'or aux cheveux, à la poussière, et vous allez en voir d'autres encore. C'est-à-dire alors j'ai un ami collectionneur qui a une usine de chocolat qui m'a demandé son portrait. Évidemment, quelqu'un qui a une usine de chocolat et qui veut son portrait, il a fini avec en main comme un saint qui porte ses attributs de martyr. Il a eu des machines à concher le chocolat. Donc, mais je dois vous avouer qu'il y a une seule œuvre de Marcel Duchamp qui m'interroge très très fortement, c'est le remake de son nu descendant l'escalier en photographie noir-blanc au format retouché.
Ça, je trouve que c'est bien plus fort que son urinoir montré en Europe, et puis son sèche-bouteille montré aux États-Unis, le déplacement géographique, les références culturelles. Très bien, virgule, mais je trouve que ce travail-là, j'ai eu entre les mains des œuvres de Ferdinand Knopf, et Knopf a repris des photographies noir et blanc de ses propres dessins et les a retouchées. Et ça, et quand on voit que Duchamp fait ça 20 ans plus tard, ça paraît comme un espèce de moment de radicalité, alors que les symbolistes pratiquaient beaucoup ces choses-là avec les matériaux et les techniques contemporaines de l'époque. Je trouve que là, il y a une zone grise historique que je vous jette comme ça, à analyser, à travailler. Il y a véritablement là une autre modernité à inventer. Mais le Duchamp comme ça, c'est un très mauvais peintre, ça c'est clair. Non, je suis plutôt Picasso, pas Matisse, Picasso. Mais en fait, pour aller jusqu'au bout, cette figure comme ça qui offre des moteurs, je pense qu'on est au bout d'une civilisation qui est celle de la bagnole, hein, tout simplement. C'est fini. On est au début de la fin de la civilisation de la voiture qui aura duré une bonne centaine d'années. Et donc, c'est des questions sur lesquelles je m'interroge. Comment faire apparaître une image comme ça d'un moment donné, quoi. Ce fond d'or est très vite à évoluer, à bouger. Et par moments, alors là, vous avez un exemple avec la feuille d'argent, où la forme devient la figure. Donc vous voyez bien ces espèces de deux formes sur les côtés, comme ça, qui font comme des rideaux de scène, affublés d'organes plus ou moins lisibles, qui se balancent littéralement à la figure des arguments faits de cheveux et de poussière. Voilà, c'est les figures, c'est plus le fond qui est traité à la feuille d'or ou d'argent, mais c'est les figures elles-mêmes qui deviennent en fait ces arguments métalliques. Pour aller un peu plus loin, au même moment, j'ai commencé à travailler également sur du marbre. Là aussi, c'était une espèce de recherche, une forme d'investigation. Qu'est-ce qui fait que, comme Eliot le disait, j'ai enseigné la peinture. Et je suis un enfant de la fin de ces modernismes. J'ai été élevé au minimalisme, un petit peu à support surface. J'ai été étudiant chez Sarkis, qui était un des acteurs de la grande exposition sur les attitudes de Henneform, et donc la remise en cause de la peinture était très très forte. Et donc revenir sur le territoire de la peinture était aussi une façon de devoir se justifier en quelque sorte, hein, de s'excuser d'en faire, et donc d'avoir des arguments, d'avoir les reins solides. Et d'où cette espèce d'investigation. Support surface ne m'intéressait pas beaucoup. La toile libre, le châssis déconstruit, etc. C'est cette façon un peu systématique de prendre les choses. Et puis cette abstraction un peu décorative ne m'intéressait pas. Et j'ai mis un certain temps pour trouver une voie comme ça. Et je suis par ailleurs un très grand admirateur de l'œuvre de Sigmar Polk, qui est évidemment le gars qui travaille sur les matériaux. Mais j'ai voulu affirmer une imagerie aussi. C'était un truc qui me tenait à cœur. Et donc, voilà, c'était autant pour les feuilles d'or que pour ces marbres. C'était grâce au mécénat du galeriste à qui je travaillais à l'époque, Jean Broly, qui était très enthousiaste à ces idées-là. Et lorsque je vais parler de marbre, on a été voir des marbreries dans la région parisienne. On a fait couper des planches de pierre, on les a fait réduire parce qu'elles sont très épaisses, elles font 2 cm, etc. Jusqu'au jour où j'ai, comme pour la feuille d'or, été voir de l'autre côté du Rhin. Et là, on vous propose des feuilles de marbre qui vont de 3 mm à 8 mm. Et donc c'est parfait, quoi. C'est pas la peine de les faire descendre, etc. Donc c'est une façon, vous voyez, il y a des économies plus ou moins ingénieuses. L'ingénierie allemande, hein, ils ont besoin ils veulent mettre du marbre, donc, mais ça coûte cher. Et puis quand on le met sur un yacht ou un avion, dont il expliquait, c'est lourd. Donc ils ont inventé la feuille de marbre de 1 mm, montée sur une feuille de résine. Vous avez du vrai marbre, très très fin, de la marqueterie, littéralement. Et donc, vous découvrez ça. Ça facilite aussi, vous, votre travail, parce que des plaques de marbre, ou refaire le Daniel de Volterra, qui est dans la grande galerie du Louvre sur l'ardoise, avec 20 cm d'épaisseur, on voit très vite les limites du système, en fait. Hein. Et donc là, première exposition, que des huiles sur marbre, telles qu'elles sont là. Parfois, les bords des plaques qui sont brutes de carrière, tranchées, les bords sont irréguliers, je m'en suis servi également. En haut, c'est pas cassé, on devine même les deux encoches rondes là. Vous voyez ici et ici.
ce sont les barres qui vont chercher dans la carrière pour décrocher la pierre et mettre les explosifs. Donc j'ai été chez un marchand de pierre en Allemagne. Je suis arrivé, je lui ai dit voilà, je voudrais des marbres, de quel type? Et on a pris la voiturette de golf, il avait 5 hangars grands, chacun comme un terrain de football, remplis de granit, de marbre, de trucs. C'est absolument impressionnant. Et on devient fou parce que si vous êtes amateur de caillois et de la marbrure, alors là vous avez ça, un format, on ne mesure pas, quoi. C'est une vraie industrie en fait, on découvre ça aussi. Et donc on est dans des idées comme ça de travail artistique. On voit un Jacques Stella, on voit un Gentileschi, on voit un Tempesta, et puis on pense que c'est petit, que c'est précieux, que c'est mignon. Puis vous avez là une grue qui vous soulève des plaques de 2 mètres sur 3 qui ont la qualité d'un Tempesta, quoi. Et là, ça bouscule pas mal en fait. Mais sur ces marbres, très très vite, ben, vous voyez, comme dans cette vision, alors cette vision de Saint-Hubert, elle est un peu littérale, je vous le concède, mais évidemment, vu ce qui apparaissait dans ce marbre, on ne peut pas faire autrement. C'est le corps du cerf qui devient la feuille d'or en fait. C'est plus le gold crown que j'évoquais tout à l'heure, c'est véritablement l'or devient la figure même en fait. Et ça apparaît dans des espèces d'éléments composites comme ça, peinture, pierre, or. Mais comme très vite, on va sortir les calices et les chandeliers, et c'est une chose véritablement qui ne m'intéresse pas. Voilà. Donc j'ai sorti les boutons et les pièces de monnaie, précisément parce que sur ces surfaces extrêmement lisses, que supposent et l'or et le marbre, mais j'y reviendrai alors, j'avais besoin d'impureté, j'avais besoin d'hétérogénéité visuelle, de la granulométrie littéralement en fait. Une peinture, c'est une matière. Et j'en suis arrivé on a tous des poches de boutons à la maison, on a tous des collections de clés dont on ne sait plus à quoi elles servent. Chez les vieilles personnes maintenant, ce sont les sachets plastiques qui s'accumulent dans les tiroirs. Le jour où vous serez confronté au décès d'un proche âgé, vous allez vous rendre compte qu'il y a des clés, des boutons et des poches plastiques, mais alors partout. Je vais faire avec le micro pour l'enregistrement. Je me permets... Son nom, ah oui, bonjour, pardon, Claire Vétélu, je suis enseignant-chercheur ici à Paris. J'avais une question parce que vous évoquiez tout à l'heure justement pour l'or, la couleur, le fond, Chininu, Chinini, donc ces références techniques, et du coup, en vous emparant comme ça de supports qu'on retrouve au 15e, 16e siècle, est-ce que vous avez une recherche justement pour utiliser l'huile, pour être sûr de l'accroche, de la modulation des couleurs sur le support? Alors, les plaques de marbre sont le meilleur support qu'on puisse imaginer. Parce que par nature, c'est un gesso. Le gesso classique avec la poudre de marbre, le plâtre, le gypse, quand on voit les recettes de Cellino Cellini, qui sont perfectibles, hein, qu'on peut améliorer, qui ont été améliorées au 19e, c'est le meilleur des supports. Il n'y a absolument pas besoin il faut bien dégraisser, c'est tout. D'accord, vous n'avez pas utilisé de mordant, d'ail, de choses comme ça? Non. Au début, j'étais très inquiet parce que c'était un poly industriel qui est un brillant de carrosserie de voiture, parce que la définition est celle de l'architecture, du design et puis du propre. Hein, donc voilà, c'est très simple. Les tout premiers, je me suis évertué à les dépolir. Je me suis acheté une meuleuse avec des disques en diamant, comme les polisseurs marbriers qui vont refaire la tombe de grand-mère. Et je les ai dépolis parce que je pensais même qu'il y avait de la résine qui était coulée dessus tant c'était brillant. Et mon marbrier m'a dit non, il n'y a absolument rien. C'est poli comme ça au Brésil. Ils ont des immenses disques. Ils m'ont envoyé sur des YouTube pour voir comment c'est fabriqué. Et ce sont des pierres qui subissent un polissage parfait. Et quand vous peignez dessus et que je reprends, ben on voit le fantôme comme on verrait un fantôme sur une pierre lithographique en fait. Donc ça pénètre malgré tout en fait, et ça tient très bien. Et pour la feuille, du coup alors pour la feuille d'or, par contre, là, quand je suis sur du marbre, je l'applique à l'huile, avec une miction à l'huile, et non pas à l'eau, parce que la colle de peau est relativement maigre, et j'ai fait des essais ceinture et bretelles, quoi. J'ai fait des essais qui tiennent très bien, mais j'ai préféré passer à l'huile pour avoir au moins la certitude que le gras va accrocher, quoi.
Julie Sutter, je suis restauratrice de tableaux en Alsace. Et en voyant tous les différents types de matériaux que vous utilisez, des matériaux plastiques, l'acrylique, aussi les cheveux, des techniques très anciennes, peinture sur pierre dure, feuille d'or, je me dis que c'est des œuvres assez complexes, j'imagine, à restaurer. Est-ce qu'il y a déjà eu besoin de restaurer vos œuvres? Est-ce que vous souhaitez les restaurer? Ça pose des problématiques de restauration classique et contemporaine. Plus il y a de matériaux, plus ça fait de la complexité et plus ça fait des interactions, ça c'est clair. Alors j'ai déjà une œuvre qui a été restaurée, qui a été l'objet d'un mémoire d'une restauratrice. Je crois que le travail le plus conséquent qui a été fait sur mon travail, il fait 500 pages. C'était une peinture sous verre en fait. Et cette jeune femme à l'époque était venue vers moi pour me demander si j'avais des œuvres qui avaient souffert. Et puis en fait, oui, mais de façon mécanique, dans les cadres, parce que j'ai des cadres à glissière comme ça, et donc ça grignotait un petit peu le matériau. Et en sortant une œuvre, on s'est rendu compte qu'il y avait un effet de peinture qui avait évolué dans le temps, et je ne comprenais pas très bien. On l'a sorti, et puis elle m'a dit, c'est très simple, il ne faut jamais mélanger de l'hématite avec du cobalt, parce que ça fait une espèce de mastic poisseux qui ne sèche pas. Donc pas de bleu de cobalt, pas de violet de manganèse, pas de choses comme ça avec des hématites. J'ai découvert ça. Et ce tableau a été restauré, et je lui ai offert parce que, évidemment, je ne pouvais pas en faire autrement. Puis moi, j'étais certain qu'il était entre bonnes mains. Mais à part ce cas de figure-là qui est très particulier, j'ai été sollicité, et puis on a découvert ensemble que la peinture sous verre, elle exacerbe un petit peu les problèmes techniques. Tout ce que vous avez sur une toile qui est absorbé, qui s'accroche dans un fond, ici, là, ça devient très fragile. Il y a des œuvres, je sais qu'il y a des œuvres qui ont beaucoup souffert, parce qu'elles ont été mal exposées en plein soleil, voilà. Et puis on apprend aussi des déplaquages avec certains pigments. Ça, vous savez pas vous savez pas que le noir de vigne va déplaquer plus facilement que le noir de Mars. Voilà, c'est des choses qu'on apprend. Mais sinon, je n'ai pas réellement. Après, la fragilité de la feuille d'or, vous la connaissez, surtout sur un fond dur. C'est les rayures, c'est des choses comme ça. Donc voilà. Mais jusqu'à présent, j'ai pas eu trop de problèmes, à vrai dire. Il y a effectivement je suis très inquiet quand je les fais, mes peintures, et j'ai ce souci d'avoir une forme de pérennité. Là, je suis en train de faire pour une commande beaucoup de feuilles d'or sur des fonds. Je me suis véritablement planté, je ne peux pas dire autrement, dans les proportions de ma colle. Vive le paraloïd B72, quoi, qui a généreusement été appliqué pour structurer le fond, et voilà. Mais je fais vraiment en sorte que ça marche, quoi. Philippe Aschini, artiste plasticien. Je voulais juste, je vois qu'on tourne un peu autour, et vous en avez parlé en l'évacuant, en parlant des calices, etc. Quel est votre rapport au sacré? Parce que le fait d'utiliser l'or, tout de suite, fait basculer dans... Oui, c'est une perception très eurocentrée, je dirais, le côté, ce côté. Les calices, c'est très simple. C'est tout bonnement parce que j'ai eu quelques amis comme ça, dont l'œuvre a été vous le voyez bien sur la scène de l'art contemporain. Beaucoup d'œuvres aujourd'hui sont des prouesses technologiques. Prenons le haut du panier, Jeff Koons. Les ateliers qui font ces œuvres ont déposé des dizaines de brevets sur les techniques de moulage, sur les techniques de ponçage, de polissage. C'est de la carrosserie de luxe, en fait, à vrai dire. Une œuvre de Jeff Koons, c'est la carrosserie d'une Bugatti. C'est rien d'autre, en fait. Et c'est réellement ça. Donc ça suppose une technicité vraiment... Je le vois parce que je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai fait quelques bronzes. Dans les ateliers de fonderie, aujourd'hui, on fait plus de la carrosserie qu'on fait du moulage et du patinage à l'ancienne. Parce qu'on aime bien les grandes formes tendues, réflectantes, bougeantes. Enfin, voilà, vous voyez Jeff Koons, mais je dis ça, rien contre Jeff Koons. Mais vous déclinez ça, on voit bien que dès qu'une œuvre a le logo Vuitton, il faut que ça fasse un peu image d'entreprise, avec une perfection artisanale. Et c'est ça qui me pose problème, en fait. On revient, j'ai le sentiment, et c'est l'enseignant qui parle aussi, avec les étudiants, ils sont dans le principe un peu binaire, comme ça, du concept et de la pratique. On apprend une pratique. Non. Et je le vois particulièrement en ce moment avec l'arrivée des étudiants ukrainiens qui ont une technique traditionnelle classique, mais qui ouvrent des tubes de couleur bleue. C'est du bleu ou c'est du rouge, mais ils ne savent pas si c'est du bleu de céroléum, du bleu outre-mer, et qu'est-ce que ça engage dans l'histoire du pigment, en fin de compte. Et ce n'est pas ça du tout qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est précisément comment créer un organisme, comment créer quelque chose qui
une tentative d'exister, mais qui est un croisement, une intrication très fine entre voilà, un désir, une nécessité, avec des matériaux à disposition, comment le standard industriel impacte terriblement la pratique des artistes aujourd'hui, et comment on tente d'échapper à ce standard industriel, ou pas. Hein. J'ai une grande admiration pour Andy Warhol, il le disait lui-même, hein, il adore le monde moderne, il peut manger un McDo qui est le même à Tokyo, à Paris qu'à Sao Paulo, et il peut acheter des couleurs Liquitex, acryliques dans les 3 pays, et faire son œuvre. Moi j'aime bien la biodiversité, j'aime bien la singularité, j'aime bien cette excentricité que j'évoquais au début, et d'où la nécessité de chercher autre chose, quoi, de créer un chemin plus singulier. Quant au sacré, vous avez 5 heures devant vous. C'est toujours compliqué ces histoires-là. Je suis réellement un mécréant, mais je vais dans toutes les églises. Alors je vais dans toutes les églises parce que ce sont des lieux qui ont été choisis par les Romains, et avant les Romains, donc il y a le génie local, le génie du lieu. Mais je ne crois pas en Dieu, mais je crois en ce que l'homme crée, en l'occurrence la culture, et cette espèce de construction extrêmement sophistiquée qui allie comme ça création d'objets avec des références abstraites qui est une déification quelconque. Enfin, il y a un truc qui joue dans toutes les civilisations à laquelle on n'échappe pas, quoi. Et c'est pas l'arrogance de nos civilisations post-marxistes qui vont échapper à ça, quoi. Donc voilà, oui, je ne veux pas sortir les calices ni les trucs parce que je ne veux pas d'objet d'art parfait, je ne veux pas d'art sulpicien, quoi, en fait. Hein, le sulpicien est parfait. Hein. Les dégradés des décalcomanies et des lithographies sulpiciennes, elles sont nickel. Jeff Koons. Hein. Là, retour sur une petite variation. Pour continuer, vous voyez, le fond d'or revient, mais comme le marbre est très fort, il devient la figure, mais que je peins partiellement avec des pièces de monnaie. Et comme vous pouvez le voir, le titre souvent s'écrane avec 13 centimes. Je précise bien le nombre de pièces qu'il y a. Je me dis toujours qu'au moins, si ces choses-là ne prennent pas de valeur, elles ne perdront pas les 13 centimes de valeur qui sont celles des pièces collées dessus. Et là, pareil, puisqu'il est question de restauration et de sacré, les pièces de monnaie, je les choisis, je les nettoie, je les dépolis, je les use d'un côté pour les coller avec un silicone de l'autre côté, et je les vernis même pour pas qu'elles oxydent, parce que ces petits bouts de tôle, c'est de la tôle, hein, les pièces rouges, c'est rien d'autre avec un peu de cuivre. Et je choisis bien sûr le motif. Hein. Quand vous avez Dante, l'homme de Vitruve, lorsque vous avez la place du Capitole, lorsque vous avez des feuilles de chêne, c'est toujours très, très marrant en fait. Suite de la précédente, ce tableau-là, on pourra le voir tout à l'heure à la galerie, hein, il fait 50 sur 70, où précisément, voilà, j'ai fait couper de grandes plaques, des plus grandes plaques en tout cas, et vous voyez que le fond paysage, alors là on est réellement dans une espèce de proposition très classique où le paysage de fond fait un écho avec les figures qui sont dessus, avec, voilà, je vous parlais tout à l'heure de la civilisation de la voiture qui est fichue, quoi, hein. Enfin, je pense qu'elle est sur le début de la fin, et alors qu'on a vécu avec des chevaux pendant des millénaires. C'est des trucs comme ça. J'ai pas de réponse, hein. Ça prend des espèces de collisions dans ma tête. Tiens le cheval, tiens la voiture, l'avion, la fusée, le drone. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais en tout cas, ce sont des condensations, hein, pour dire un psychanalyste, qui se mettent en place progressivement dans le travail. Et là, vous avez un exemple un peu ultime. Vous vous rappelez, je vous avais montré tout à l'heure juste la montagne, en fait. Évidemment, peindre des montagnes sur de la pierre, c'est un truc qui... Voilà. Ça marche. Les crânes également, ça marche très bien. Des pins, le pin PAIN, marche très très bien également. Il y a comme ça des images qui s'attirent, qui s'aimantent. Et je vous ai montré celle-ci également parce que nous sommes malgré tout à l'INHA. Et est-ce que quelqu'un saurait reconnaître ce cerf ? Ah voilà, quiz à 1000 €. L'art et l'illusion. Le livre de L'art et l'illusion de Gombrich. En fait, c'est un livre, je demande à chaque étudiant que je croise d'avoir lu dans sa vie un seul bouquin d'histoire de l'art, c'est celui-ci.
Et je trouve que c'est un bouquin qui est absolument magnifique. Et à un moment donné, il reprend simplement comment dessiner facilement les techniques de dessin facile. Vous savez, un petit rond, un grand rond de triangle, vous avez un chat. Et en fait, au XVIIe siècle, il y a les artistes flamands qui faisaient ça déjà. Alors, ils font 3 cercles concentriques, ça fait le corps d'un cerf. Après, pour les pattes, la tête, les voix, vous vous débrouillez. Mais c'est très facile de faire un cerf. En fait, 3 cercles, et puis c'est bon. Vous voyez, c'est un jeu un peu tordu. Mais surtout, c'est que ces jeux-là ont été exportés par les peintres jésuites jusqu'en Asie. Et on les retrouve dans les mangas de Hokusai. C'est une espèce de simplification. Et de voir que des formules formelles comme ça voyagent de par le monde, ça m'a beaucoup, beaucoup intrigué, parce que je vous parlais tout à l'heure de ces pigments agrandis qui étaient les perles de verre que j'ai utilisés. Vous allez en voir. Pareil, c'était l'objet d'un commerce dans le monde entier. Les perles de verre ont été exportées vers les États-Unis pour remplacer les épines de porc-épic qui étaient teintées par les Indiens des Grandes Plaines, qui servaient aux décorations de leurs vêtements et de leurs chaussures, enfin de leurs sandales. Et ce business, évidemment, quand vous êtes face à des perles colorées, c'est beaucoup plus beau qu'un morceau d'épines de porc-épic qui a été teinté avec une plante de la Grande Plaine. Et donc, voilà, ça a été, vous nous donnez vos bisons et vous nous donnez vos richesses naturelles en échange de perlouses, pour le dire un peu grossièrement. Mais c'était pareil en Afrique noire, c'était pareil en Asie. Et parfois, on utilise de façon très, très naïve comme ça des matériaux. On pense que, tiens, ça fait un peu de la peinture. Je l'ai emprunté à ma fille qui faisait de petits collets de perles. C'est innocent, c'est naïf, c'est de la couleur. Et en fait, ça porte une histoire parfois un peu étrange derrière soi. Et donc ces formes comme ça qui reviennent, voilà, ça m'a beaucoup intrigué. Là, on va revenir vraiment au début de la feuille d'or. Ça ne vient pas de nulle part, évidemment. Il ne suffit pas de fréquenter les musées pour avoir l'idée de peindre avec la feuille d'or. J'ai été invité en Russie il y a quelques années pour faire partie d'une exposition et j'étais lors d'un premier voyage très très frappé par la présence de gros chiens dans les rues qui vivaient en meute. Et je découvre en fait que c'était l'objet de documentaires journalistiques dans la presse du monde entier. C'était peu après la perestroïka. Les Russes qui adorent les grands chiens se sont retrouvés dans la première crise post-perestroïka. Et ils ont viré leurs chiens littéralement des appartements. Et dans les rues de Moscou et de Nijni Novgorod où j'étais, il y avait des meutes littéralement de lévriers afghans, de molosses, de très gros chiens. Et on m'a tout de suite dit à l'aéroport, ne les touche pas, ne les caresse pas. Ils se sont vraiment reconstitués en bande avec des mâles alpha. Et c'était très très étrange de vous promener dans les rues des grandes villes russes et puis d'avoir ces chiens qui vivaient à part. Et donc ça m'a interrogé, et puis de fil en aiguille comme ça. Pour cette exposition en Russie, j'ai fait un ensemble de peintures avec des grands chiens qui pensent, parce que c'était un peu comme les Russes, quoi. C'était un peu brutaux, hein, un peu brut de pomme, mais ils vous citent toujours par cœur une poésie d'un grand poète. Et c'est donc un truc un peu, ce qu'on ne peut pas dire d'un Américain aujourd'hui, surtout. Ça peut être aussi brut de pomme, un Américain, mais il ne va pas vous citer comme ça un grand poète, sauf peut-être sur la côte Est, quelques-uns. Et donc ça m'a intrigué. Et j'ai refait mon Panthéon. J'ai comme ça de Cranach à Warhol, en passant par Picasso, en passant par Poussin, Ribera. J'ai repris les tableaux. Alors, ce n'est pas des artistes dont l'œuvre entière m'interroge, mais des tableaux qui ne me laissent pas en paix. Là, vous reconnaissez bien sûr le Massacre des Innocents de Poussin, hein, qu'on peut analyser bleu, rouge, jaune, couleurs secondaires, formes primaires. Il y a des ronds, des triangles, des colonnes, des chapiteaux. Et au milieu, il y a la scène la plus horrible qu'on puisse imaginer, quoi. Un gars qui est en train de mettre un coup d'épée dans un nourrisson. Enfin, il n'y a pas pire, quoi. Et voilà. Et cette balance comme ça, forme et contenu, m'intriguait. Si vous pouvez faire un agrandissement, que je ne peux pas faire là, mais vous voyez bien des boutons, des perles de verre qui sont pris dans la matière du chien, et tout ce qui est sang et larmes dans la soie peinte, hein, qui a été collée sur le tableau, est fait de petites bandes de perles qui sont comme des petits colliers en fait qui coulent. Donc vous voyez, on est dans quelque chose qui est très, j'aime pas dire baroque, plutôt composite, construit. J'ai un grand regard également sur les arts dits premiers, sur les costumes des ethnies les plus diverses. Enfin, tout ce qui peut nourrir comme ça les yeux m'intrigue. Et hérité surtout de cette exposition en Russie, les tableaux officiels étaient partis, mais j'avais demandé également à exposer dans l'appartement de Sakharov, le prix Nobel de paix, et le père de la bombe, comme on dit. Et l'autorisation m'a été accordée la veille du départ en Russie.
Mais j'avais anticipé, j'avais fait en fait des peintures sur des mouchoirs, des dessins, que j'avais accrochés comme des icônes dans les coins dans l'appartement, avec des punaises. Et je trouvais que le mouchoir était le plus petit support peinture qu'on puisse imaginer pour faire des autoportraits. Vous prenez un tissu de votre poche, vous mouchez dedans, vous y laissez vos larmes, autoportrait. On ne peut pas dire autrement, littéralement, de l'ADN pur. Et ce truc-là m'intriguait aussi entre la Véronique et la Vera Icona et ces mouchoirs qu'on a dans nos poches, qui ont été remplacés par le Kleenex. Voilà, cet objet un peu étrange, au point que j'ai été faire les marchés classiques pour trouver des mouchoirs dits portugais, dits de Cholet, pour pouvoir faire ces dessins et peintures. Avec là, il y a toute une série comme ça de tableaux. Mais pour ces fonds, on en parlait tout à l'heure, point de vue technique, panneau de bois, le gesso est remplacé par une fibre de verre. Vous avez le bon goût de ne pas voir ici sur les murs, mais toute administration, vous voyez ces fibres de verre que l'on colle pour éviter les craquelures. C'est un magnifique support pour la peinture, ça ne bouge plus après. Et là, j'ai mis les deux qualités différentes. Vous voyez le chevron en haut et une trame simple en bas, sur lequel j'ai simplement mis du papier aluminium ménager. Et c'est comme ça qu'est arrivée la feuille d'or, à vrai dire. Mon économie de l'époque m'autorisait le papier albal, mais pas la feuille d'or. Mais c'était aussi en réaction par rapport à des artistes avec lesquels que je côtoyais, les cierges et les chandeliers que j'évoquais tout à l'heure. C'était une réponse plus brutale, en fait. Je ne voudrais surtout pas, parce qu'on prend de l'or, du marbre, etc., que ça devienne un truc maniéré. Et il faut que ça garde une forme de brutalité. Ça, j'y crois réellement. Parce que je suis réellement convaincu, lorsqu'on voit la Maesta restaurée, c'est brutal quand même. On n'est pas pris par le sens du poil. Ce tableau devant lequel on est passé pendant des décennies sans le regarder parce qu'il était encrouté, littéralement, et aujourd'hui, enfin je sais pas, moi quand je suis arrivé devant, et j'ai emmené des étudiants qui ne connaissaient ni Cimabue, ni la peinture du XIIe, rien, ils étaient saisis. Ça suppose une forme de brutalité visuelle tout de même. Et voilà, c'est ça qui peut m'intéresser. Comment que ça peut freiner le regard, comment que ça peut l'arrêter, et d'un coup, vous avez un moment comme ça de sidération et... Alors c'est très ambitieux ce que je vous dis là, mais voilà, c'est plutôt ça que fumer des cigares et boire du cognac dans un fauteuil de cuir, quoi. Ça m'intéresse vraiment pas. Mais en tout cas, ces gestes, je me suis rendu compte en préparant cette conférence que je ne peins pas des peintures, je fais des tableaux, ce qui était le sous-titre du début de la conférence. Faire des tableaux, c'est pas la même chose. Ça suppose des gestes différents, des compétences différentes aussi, qui peuvent être spécialisées parfois. Il y a des doreurs, il y a des peintres de fonds de paysage, des peintres d'animaux, voilà. Mais comment cet objet de tableau, qui est le croisement de plusieurs gestes, en fait, et non pas celle qui est absolument effrayante, et je le vois bien, là c'est l'enseignant à nouveau qui parle, vous avez une toile, vous avez des tubes de couleurs, l'industrie vous fournit les deux, ainsi que les pinceaux, et vous dites à l'étudiant de 18 ans, vas-y, exprime-toi. C'est terrible. C'est effrayant comme truc. Comme si la vérité sortait du tube, quoi. Non, ils ne savent même pas ce que c'est, comment c'est fait. C'est comme les jeunes ébénistes qui ne savent pas que le bois, ça vient des arbres, qui poussent dans des forêts. Ils n'ont que des panneaux de contreplaqué ou de médium. Voilà. Donc il y a une espèce de déconnexion comme ça, et j'aime bien reconnecter les choses, autant dans les références historiques, savoir d'où on vient, comme ça. Je passe pour le papy à l'école, parce que je leur dis pas, non, tu as vu la dernière exposition de l'hypercontemporanéité? Je dis non, va voir Giotto, va voir Cimabue, va voir Van Eyck, tu en apprendras peut-être plus, parce qu'il y a ce long fil à tisser, c'est aussi le travail des artistes, quoi. Comment rentrer avec l'histoire dans le travail. Entre le tableau précédent et celui-ci, il y a 20 ans de séparation. Et ça a aussi été ça, cette conférence, c'est de voir que je me balade entre des fonds marbrés, des appuis visuels parfois beaucoup plus forts, avec cette espèce de récurrence d'objets collés, cousus dessus. Voilà, je vous les sors simplement comme ça pour donner un peu de cohérence à l'ensemble de la présentation. Jusqu'à récemment, j'ai commencé à faire des bas-reliefs en bronze. Je me suis retrouvé par la feuille d'or, justement, à regarder ces bas-reliefs florentins en particulier. Enfin, pas les Florentins. Les Florentins, ils ont
une patine dite florentine d'ailleurs, qui est vraiment une grosse croutasse qui vise à cacher les erreurs de fonderie, hein, tous les trous, ils ont inventé une patine très épaisse qui vous donne un bel... C'est plus de la peinture que du bas-relief, à vrai dire. C'est les tricheurs, les Florentins. Mais dans les bas-reliefs siennois, par exemple, voilà, d'un coup, vous avez devant une peinture à fond d'or du 15e, en fait, c'est pas lisse du tout. Hein. J'ai fait un tour hier encore au Louvre, et devant Enguerrand Carton, j'étais très, très, très surpris enfin, je savais, j'ai déjà vu, mais je redécouvre à chaque fois la profondeur des entailles, leur précision géométrique. Enfin, c'est un travail en soi, carrément, comme s'il y avait une décorrélation entre le travail qu'a fait le graveur dans le fond du gesso et le doreur et la peinture qui est dessus. Il y a cette même séparation, en fait. Quand je parlais d'une brutalité tout à l'heure, c'était ça, en fait. On le voit parce que toutes les années, la patine et l'usure ont un peu unifié les choses, mais initialement, ça devait être très brutal comme perception des choses. Et c'est ça qui m'intrigue et qui m'interroge. Donc j'ai été jusqu'à faire des bas-reliefs, mais qui sont peu de la sculpture, plus des œuvres de peintre, à vrai dire, jusqu'à des bronzes comme celui-ci, qui sont des pièces uniques à cire perdue. Hein, Ah, pardon. Pardon, ça c'est le bas-relief que j'évoquais. Et ça, ce sont ces choses qui sont littéralement les mêmes gestes, je dirais, parce que ces choses-là sont faites avec du papier aluminium que je viens m'appliquer sur le visage ou sur l'œil de proche, et je modèle le papier aluminium, et ensuite je le trempe dans de la cire 15, 10, 20 fois, 30 fois, et vous voyez les espèces d'effets de coquillage autour, comme ça, c'est la cire qui coule en fait. Et ensuite je fais passer ça chez le fondeur, c'est des pièces uniques, c'est des cires perdues. Mais plus que de la sculpture, ce sont des gestes de peintre qui essaient d'étendre et de chercher plus loin en fait d'autres résultats au même geste, à vrai dire. Et comme ce sont des pièces uniques, je m'amuse beaucoup avec les patines aussi. Hein. Alors j'ai acheté toute une collection de cochonneries chimiques qu'il faut que les fondeurs n'ont plus, ou très peu ont encore. Mais comment faire apparaître une espèce d'oxydation à la surface même et non pas de repeindre par-dessus, comme on le fait beaucoup. J'ai beaucoup parlé de peinture sous verre. Alors c'est difficile à montrer de la peinture sous verre ici, comme ça. Donc imaginez bien, là vous avez 2 mètres sur 150 d'une immense plaque extrêmement lisse et transparente, et tout est peint derrière à l'envers. Et donc on voit la peinture à travers son support, ce qui est comme le contraire de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et c'est là où je dis que faire un tableau m'intéresse plus que peindre des peintures, c'est parce que voilà, quelle est la surface de la peinture in fine ? C'est quoi ce truc? C'est quoi ces 15 gestes pour arriver à une micro-pellicule de couleur et qu'on va considérer, regarder, admirer, alors qu'en fait non, il y a toute une épaisseur derrière qui est le fruit d'un travail, d'une réflexion, d'une mise à distance. Et là c'est l'inverse en fait. Vous avez tout de suite l'image qui apparaît derrière, et donc c'est des choses de cette nature-là qui m'intéressent. Et je voulais juste montrer ça pour arriver tout doucement vers la fin. Et là, je m'adresse plus spécifiquement à Elliot et Romain. On ne vient pas de nulle part, hein, on l'a évoqué lorsque nous avons eu cette petite réunion Zoom. Comme ça a été dit, je vis à Strasbourg, mais je suis en fait originaire d'un village qui est à 15 km de Bâle, du musée de Bâle. Lorsque j'ai eu 14 ans, j'ai commencé à faire de la peinture, j'étais au musée de Bâle, quoi. Puis alors là, il y avait à peu près tout, quoi. Et lorsque je me disais, c'est un petit musée, quoi, c'est à Bâle, c'est la ville d'à côté. Mais quand je vais aller, je ne sais pas, moi, dans une autre ville en France, à Angers ou à Rouen, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un feu d'artifice. Bon, parfois la vie fait qu'on a beaucoup de chance sans qu'on s'en rende bien compte. Mais je crois que littéralement, ça m'a sauvé la vie d'être issu d'un petit patelin, et j'y mets pas de méchanceté, d'un bled, et d'avoir à 15-20 bornes là, un des plus beaux musées du monde. Et lorsque je suis allé à 15 ans pour voir Monet, Cézanne, etc., et que je suis face à 6 cubes de Donald Judd qui venaient d'être achetés, sidération, consternation. Mais je n'ai jamais eu un sentiment d'espace et de volume aussi puissant que devant ces 6 cubes de Donald Judd.
Donc c'est qu'il y a un truc qui me parle de sculpture, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi il y a des néons colorés dans la cour de Dan Flawin, là, qui rend hommage à Urs Graf. Donc un Américain met des néons et il rend hommage à Urs Graf. Et quand vous avez 14-15 ans, ça se bouscule dans votre tête, évidemment. Et je tombe devant Konrad Witz, hein, qui a un magnifique ensemble, je ne montre que ces deux-là, et je comprends absolument rien. Vous avez 14 ans, et puis vous passez devant, et puis voilà, vous montez voir Monet et Cézanne, et vous redescendez. Et comme ça, pendant des années, en passant devant, je ne comprenais pas. C'était un mur pour moi, réellement. Les figures ne sont pas élégantes, ils sont courts sur pattes comme un personnage de Goya. Enfin, il y a un truc qui marche pas, quoi. On voit bien que c'est pas de la peinture ancienne, c'est de la peinture extrêmement contemporaine parce que c'était peint autour de 1450 et puis ces types en armure, enfin, ils n'ont rien de biblique, quoi. Il y a un truc que je comprenais pas. Et ce fond travaillé qui est quasiment du all-over, c'est même pas composé, on a l'impression qu'il a pris un papier peint, qu'il a collé, enfin il y a tout un truc comme ça. Pendant des années je suis passé devant, je ne comprenais pas. Et lorsque nous avons parlé, en fait, très vite Konrad Witz est arrivé dans la discussion, c'est qu'évidemment avec les années, on découvre que c'est le gars qui fait des craquelures dans les murs, qui fait des poutres qui se fendent, qui fait des personnages, encore une fois, qui ont autant Ingres avec 2 vertèbres de plus, autant lui il met 20 cm de moins dans les fémurs. Enfin, il y a tout un truc comme ça. C'est l'anti-élégance, et pourtant c'est un véritable verre à bois dans votre cerveau, quoi. Il y a un truc qui se joue. Et voilà, je pense qu'une des origines rétrospectives de l'usage de la feuille d'or dans mes tableaux, est certainement à voir avec ça, de façon très littérale d'ailleurs, hein, avec ses armures et ses offrandes, etc. Il est clair que oui, là on est dedans, quoi, pleinement. D'autres choses que j'ai beaucoup regardées, ce sont les icônes, au point d'avoir... Alors, j'ai pas d'image, parce que c'était vraiment... en sortant de l'école, lorsqu'on tue le père, j'ai commencé à faire des icônes, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur les fonds de travail. Mais j'ai remplacé les pigments par des cendres. J'avais un four à bois dans mon atelier de l'époque, et je récupérais les cendres, et quand à la fin de l'hiver, vous avez un paquet de cendres, vous êtes très embêté avec ça, il faut s'en débarrasser, quoi. Et il y a des grises, il y a des noires, il y a des blanches, il y a des brunes, selon ce qu'on brûle. Et donc j'ai pris ces cendres pour les faire revivre en quelque sorte comme des pigments, peints à l'œuf, etc. C'est des œuvres que j'en ai plus beaucoup, j'en ai gardé 2 ou 3 seulement. Et donc j'ai beaucoup regardé ces histoires d'icônes, et à la question du sacré, effectivement, on découvre, on ne peint pas telle partie, il faut un jour précis, quoi. Il y a un calendrier ecclésiastique qu'il faut suivre de façon très très précise, et puis il faut faire 3 signes de la croix avant de faire les lèvres de la Vierge, qui seront de toute façon extrêmement fines, pas question d'en faire une sensuelle avec des lèvres charnues. Il faut que les mains ne soient absolument pas sensuelles non plus, que ce soit des baguettes. Voilà. Donc il y a toutes ces espèces de prévention, pardon, et jusqu'à l'usage des rizzas pour les protéger. Alors on pense souvent lorsqu'on va dans un musée que les rizzas ont été conçus en même temps que les icônes. Non, elles viennent souvent 2-3 siècles après, parce que les admirateurs sont tellement fervents. C'est une œuvre rituelle, ne l'oublions pas, de dévotion. Et l'usage et l'usure des tableaux, il a fallu les protéger, en fait. Donc les rizzas arrivent là. Et cette espèce de bond dans le temps, comme ça, sur le même objet qui a 2 formes différentes, radicalement différentes, en fait, et qui aujourd'hui, dans nos esprits, sont extrêmement... C'est convenu, quoi. Oui, une icône, ça peut avoir une rizza, la voilà sans, la voilà avec. Imaginez un Picasso, musée Picasso, que l'on protège et que l'on... Enfin, il y aurait un truc tout à fait inattendu, là, comme ça. Et pourtant, ça marche pour les icônes. Jusqu'à la Vierge du Don, qui est présentée à la Tretiakov sans la rizza, mais là, c'est la rizza de la Vierge du Don. C'est comme très étrange, cette chose-là. Au point que lorsque j'étais à Moscou, je suis allé à Tretiakov pour voir Roublev, pour voir Théophane le Grec, pour voir Daniel Lenoir, enfin pour voir toutes ces choses-là. Et la petite icône grande comme ça de vos marchands ici, c'est remplacé par des Frank Stella, quoi. Ça fait 2 mètres sur 1,50 m. Il y a des formes géométriques dedans incroyables, avec des formes molles, enfin c'est du Frank Stella. Et surtout, c'est qu'il y a 2 visiteurs. Il y a moi, l'amateur d'art, le peintre, le touriste qui passe, et nous sommes devant les œuvres, on les regarde, on reconnaît, on fait doucement une petite photo, et puis voilà. Et d'un coup, il y a une mère et sa fille, habillées en habit traditionnel du fin fond sibérien, qui se jettent devant la peinture et qui laissent des bouquets de fleurs. Et après avoir fait une prière au sol sur le parquet, elles se lèvent, et puis elles partent à reculons parce qu'on ne tourne pas le dos
à Roublev, et puis elle crie d'effroi parce qu'en arrivant dans la salle d'à côté, elle tournait le dos à la Vierge de Pskov. Et elle se jette par terre pour s'excuser auprès de la Vierge. Et donc vous êtes dans le musée, et vous avez deux visiteurs. Voilà, les sécularisés en quelque sorte, et les croyants. Et les gardiens qui passent avec des caddies et qui sont remplis de brassées de fleurs. Ils vont ramasser les fleurs au fur et à mesure, parce que sinon on serait encombré de fleurs à la Tretiakov. Et ça aussi, voilà, c'est le genre de choses qui... Enfin, on ne peut pas faire sans. On ne peut vraiment pas faire sans. Si on est très sécularisé, évidemment, dans ces histoires composites, j'aurais pu évoquer Miro, dont je suis un très très grand admirateur, mais j'ai pris un exemple ultime, hein, le monogramme de Rauschenberg, où précisément, pour moi, lorsque j'étais devant, on a évoqué la Maestà tout à l'heure, il y avait des œuvres à côté, on voyait des gemmes sur les cadres avec des objets extrêmement chatoyants. Et ce caractère composite, je ne peux pas m'empêcher de le relier très directement comme ça avec les œuvres, les combines de Rauschenberg, qui est un artiste qui est tellement au milieu du paysage qu'on ne le regarde plus, mais dont je pense que l'œuvre est vraiment considérable. Et voilà, donc ça prend pour tirer un fil plus contemporain aussi, avec ceux que je regarde également. Et enfin, on arrive à la fin. Et si je peux me permettre une citation, je parlais tout à l'heure de littérature, ça a débuté comme ça. Moi, j'avais rien à dire. C'est Romain et Elliot qui m'ont fait parler. Donc merci à vous deux. Merci à Yanacha pour cette invitation. Merci beaucoup Daniel pour ce dialogue engagé avec nous et ce cheminement au sein de votre œuvre qui montre le dialogue que vous établissez aussi avec les peintres de la période qui nous intéresse plus particulièrement dans le projet, même si on essaie de déborder largement et on a des projets aussi qui arrivent jusqu'au XXIe siècle. Alors, peut-être pour faire le lien avec d'autres questions qui se sont posées au cours de la semaine, moi je voulais vous interroger sur la question du brillant, parce que l'or, vous en avez parlé comme couleur, mais on a vu que vous travailliez aussi des surfaces qui possédaient parfois différentes qualités de brillant, certaines sans doute aussi parfois plus brillantes que l'or. Et alors, est-ce que ça fait partie des caractéristiques qui vous intéressent, et qu'est-ce que ça implique aussi en termes d'exposition? Alors, on en reparlera peut-être tout à l'heure en visitant la galerie, mais est-ce que ça compte aussi? C'est une excellente question. C'est une excellente question parce que par esprit d'escalier, je me souviens d'une conférence faite à l'école de Cergy-Pontoise, il y a quelques années de cela. Et une artiste collègue présente, après la conférence, se lève et dit « Ah, je voulais quand même dire, oui, je me souviens d'avoir vu une exposition de Daniel et tout, c'est très brillant, c'est très kitsch. » Alors elle était à l'époque dans les sculptures-installations en médium, vous savez, c'est le côté années 2000, comme ça, 90-2000, avec du médium satiné. Et tout d'un coup, j'ai compris que esthétiquement, je me retrouvais dans une espèce de tiroir qui était celui du bazar, quoi, du marché d'Istanbul, quoi. C'était brillant, c'était du lurex, et d'un coup je me suis retrouvé malgré moi à comprendre qu'effectivement il y avait une forme d'art contemporain qui était celle très chic comme ça du satiné, et que j'étais véritablement renvoyé dans les cordes du brillant. Et alors c'est vrai que le verre dans les sous-verres en l'occurrence, par définition, c'est... Mais pour aller au bout de la chose, puisqu'on est dans un institut d'histoire, mes premières peintures sous verre, ça a été aussi... alors c'était chercher quelque chose de vernaculaire, mais dans le monde entier, quoi, en quelque sorte. Hein. J'avais été accusé de régionalisme par une critique à l'époque, et j'ai dit oui, je suis régionaliste, effectivement, mais du monde entier, parce que de la peinture sous verre, vous en trouvez aussi bien en Afrique qu'en Amérique du Sud, qu'en Chine, etc. Et ce côté brillant, ça a très très vite été l'occasion de me dire que j'étais un artiste kitsch. Et ça renvoyait vraiment du coup à nos schémas mentaux, à nos schémas culturels. Si vous êtes brillant, c'est kitsch. Si vous êtes mat, vous êtes bourgeois.
Si vous êtes dans la crème caramel et le bleu ciel, vous êtes dans une esthétique bourgeoise. Si vous êtes dans le rouge pétant et dans le jaune citron, vous êtes une esthétique populaire. Je dois vous avouer que je ne comprends pas très bien. Là, j'ai vraiment un blocage mental parce que précisément notre travail en tant qu'artiste, c'est de chercher sur ces territoires-là. Voilà, on sait d'où on est et on étend nos frontières, et puis on va toucher à ces frontières. Et on essaie autant que peut se faire que de les passer, quoi, en fait. Hein, il y a quelques semaines de cela, un étudiant vient me dire je voudrais bien faire un paravent pour mon diplôme, mais je ne sais pas, j'ai peur de l'appropriation culturelle. Je dis pourquoi? C'est japonais. Alors, je dis non, des paravents, il y en a dans toutes les civilisations. En fait. Pourquoi En plus, tu es un gars qui est à moitié japonais. Je dis qu'est-ce qui t'empêche de faire des paravents? Voilà. Vous vous rendez compte des frontières que vous mettez à vous-même, alors que précisément votre travail, c'est de les ouvrir, ces frontières, quoi. Et donc, cette affaire du brillant était un des points comme ça, sur lesquels, effectivement, j'étais interrogé. Et quand on y regarde de très très près, et là c'est un regard plus historique, effectivement, lorsque je vais à la Barberini et que je vois une exposition sur les Caravagesques et jusqu'à l'usage des toiles en arête de poisson pour accrocher la lumière, un souhait des caravagistes, comment accrocher la lumière sur des fonds très sombres, mais c'est un raté parce que ça fait du all-over, parce que si vous avez une toile comme des jeans en quelque sorte, hein, si vous avez une toile comme ça, ça vous fait un effet global sur la toile, à moins que de surenchérir avec la matière. Voilà, mais donc on voit que ces questions ont toujours été là en fait, elles ont été éternelles en quelque sorte pour les artistes. Et après, brillant, pas brillant, ça nous renvoie tout bonnement à des schémas culturels. J'évoquais Jeff Koons. C'est comme le roi du brillant aujourd'hui. Et précisément, sa revendication, c'est un côté joyeux, populaire, etc. Donc, même pour lui, brillant égale populaire. Mais là, on est dans le méta-pop art, en fait, chez lui, et ça prend une autre forme, quoi. Mais il est vrai que ça existe. Et quant à l'exposition, oui, une exposition avec que des plaques de verre, ça fait des reflets, c'est difficile. Les photographes s'arrachent les cheveux, ils viennent me voir, mais j'ai pas. Je dis non, mais tu fais comme tu fais. C'est comme devant des vitraux, l'œil a une capacité de discrimination incroyable. Quand vous regardez des vitraux, vous ne regardez pas les plombs. On voit que la couleur. Et pourtant, un vitrail du 12e, c'est 60-70% de plomb au mètre carré. Quand il y a des 800 pièces par mètre carré. Donc on discrimine et le regard fait que. Et pour en revenir vraiment aux origines, j'ai beaucoup regardé la photographie à mes débuts parce que je ne me trouvais vraiment pas dans la peinture. C'était à l'époque la bad painting américaine, les Neue Wilden allemands, la peinture italienne aussi. Et en France, on avait Combas en particulier. Voilà. Ou même d'une autre façon. J'oublie son nom. Le sauvage, l'Indien et le... qui a fait les Indiennes, qui a fait ces grandes toiles, qui est fou, enfin qui vend sa folie. Lequel? Bref, c'était les peintres qui émergeaient sur la scène française. Et je ne me retrouvais pas du tout dans cet effet action-réaction. Une doxa minimaliste, conceptuelle très puissante, pas de peinture, et tout d'un coup, la peinture, elle déborde dans tous les coins. Je ne me trouvais pas dans ça. Et donc, j'ai regardé beaucoup la photographie, qui commençait à l'époque à être la photographie dite plasticienne. Il faisait des choses que les peintres ne faisaient plus, qui m'intriguaient. Et j'avais un ami qui était grand amateur, qui était photographe et amateur de photos anciennes, qui me montrait des daguerréotypes. Et on cherche l'image avec le daguerréotype. Vous avez une plaque de verre et puis derrière le sujet lui-même, l'image elle-même est faite d'oxydation argentée. On ne voit pas une photographie daguerréotype de face facilement. C'est vraiment un truc qu'il faut chercher. Et cette position active dans le regard, oui, ça c'est un truc qui effectivement qui s'intrigue à toutes ces questions-là en fait. J'intercale juste une question, parce qu'on a aussi beaucoup parlé au cours de la semaine de la question du fond d'or. Et en fait, ça m'intéresse beaucoup aussi la manière dont vous avez présenté aussi vos travaux sur cette question finalement de l'assemblage un peu composite du tableau. Est-ce que le fait d'avoir une surface de est-ce que c'est pour vous une question de fond, une question de plan? Est-ce que quand vous avez de la feuille d'or appliquée en surface sur une plaque de marbre ou de labradorite, c'est aussi un fond d'or?
ou est-ce que vous abordez ça différemment? Parce qu'en fait, c'est des questions qui nous sont venues un peu tout au long de la semaine, avec aussi des échos différents, de la même manière qu'on en a eu sur la question de l'or comme couleur. Et finalement, on a eu effectivement une intervention de Saskia Koenig qui nous parlait du fait que on pouvait pas vraiment parler de fond d'or pour l'art médiéval parce que c'est une notion du XXe, et que en fait la surface dorée est aussi un espace qui n'est pas nécessairement un espace de base, de fond, mais qu'aussi en fait un espace exploré par les peintres. Et du coup, je me demandais comment vous abordez ça aussi dans cette distinction entre des surfaces d'œuvres dorées et des usages de l'or pour représenter certains motifs. À vrai dire, c'est un peu pareil. Pour ceux qui viendront dans un instant à la galerie, j'ai demandé à mon galeriste de sortir une peinture sous verre. Il y a une dimension un peu aquatique comme ça. C'est en dessous de quelque chose, c'est très particulier. Et le fond d'or est pareil en quelque sorte. Ce qui ne m'intéresse surtout pas, c'est de peindre des coups de pinceau. C'est une espèce de la palissade, mais beaucoup de peintres peignent des coups de pinceau. Et ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est Ad Reinhardt. Voilà, le pinceau disparaît. Ce qui ne m'intéresse vraiment pas, c'est la peinture académique 19e où on fait disparaître le pinceau. Mais hier encore, je suis resté pendant un moment devant des Rembrandt où on voit le coup de pinceau. Mais comment il a fait? C'est vraiment, c'est chinois son truc. Hein. On pense toujours à Rembrandt, beaucoup de matière. Non, il n'y a pas de matière du tout chez Rembrandt. Il y a très 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 peu finalement, hein, quand on regarde. C'est un sentiment de matière. Et c'est des espèces de stratification géologique, organique, très très sophistiquées, très complexes, qui fait que voilà, le regard ne peut pas s'arrêter que sur ça. Et la feuille d'or d'emblée, elle offre ça. Déjà par sa mise en œuvre, hein, donc on a évoqué hein, les assiettes, les bols d'Arménie, etc., les différentes couleurs, etc. Et lorsque la feuille d'or est posée, oui, voilà, factuellement, on a une feuille d'or sur un fond, et puis, mais le fait est que cette espèce le faciès, comme on dit hein, en métallurgie, le reflet, son apparence, la façon dont elle renvoie la lumière, fait qu'on est à la fois sur la surface, on est un peu en avant, et puis les bols qui sont derrière apportent une couleur aussi. C'est cette espèce d'espace aquatique que j'évoque avec le sous-verre et qui m'est offert d'emblée avec la feuille d'or. C'est pour ça le fameux gold crown, comme on disait, ce fond d'or monochrome en aplat avec éventuellement dedans les entailles. Il a fallu commencer par cela, mais très 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 vite, je m'en suis servi comme je vous l'avais vu hein, pour en faire les figures elles-mêmes. Mais le fait est, c'est que cette qualité très singulière, en plus si vous le vernissez, parce qu'il faut le vernir pour le protéger des agressions mécaniques, voilà, fait que vous avez un espace qui est très très singulier. Et je ne peux pas le dire autrement, quoi, en fait. Une feuille d'or n'est pas un coup de pinceau, en quelque sorte. Une feuille d'or, elle offre aussi autre chose, quoi. C'est pas nature. Je pense que même votre interrogation et la création de ce groupe de recherche, il est comme lié à ça aussi. Mais c'est quoi ce truc, quoi? C'est quoi ce truc? Jusqu'à découvrir que certains peintres mêlaient de la poudre d'or dans leurs pigments pour apporter une lumière. Enfin, je suis curieux de ce que vous avez dit sur Vermeer parce que j'ignorais. Mais on sait bien que les cubistes n'ont rien inventé quand ils mettent du sable, des trucs. Rembrandt allait chercher du quartz sur les bords du Rhin. Enfin, c'est une histoire vieille comme le monde, hein, le verre pilé. Enfin, comment créer une autre matière que c'est simplement cette boue colorée. Et la feuille d'or, ma foi, c'est une des grandes étapes de l'affaire, quoi. Alors, vous parliez d'une certaine brutalité de certaines œuvres au niveau des couleurs, de l'or. En tant que restauratrice, on retire parfois des couches sombres qui aplatissent et on peut être amené à sentir cette brutalité qui réapparaît lors d'une restauration, qu'on essaye parfois de ne pas exacerber non plus. Enfin, quelle est votre réception à vous, personnelle, des restaurations d'œuvres emblématiques dont vous avez parlé? Moi, je suis absolument pour la restauration comme sortie de l'atelier. Je me souviens...
j'étais un peu jeune, mais je me souviens dans la presse, et j'y avais pas encore été, à la Sixtine. Voilà, quand on a resté à la Sixtine, qui était dans une espèce de june grisâtre, etc., et les haut-le-cœur et les cris d'effroi qu'il y avait autour d'un coup, Michel-Ange avait utilisé de la couleur. Mamma mia, qu'est-ce qui se passe là, quoi. Et récemment, avec le retable d'Isenheim, quoi, les gens, il est magnifique, le retable d'Isenheim. Ah ben voilà, je crois que c'est culturel. Moi, je suis... Moi, précisément, quand je parle d'une forme de brutalité, c'est qu'on oublie ce caractère dévotionnel, ce caractère populaire, ce caractère... voilà, ce n'était pas des œuvres recluses, en fait, c'était des œuvres données à être offertes au regard des gens, et qui sont dans une époque. Si on devait revoir les sculptures grecques dans leur jus, je pense qu'il y a plus d'un qui serait effrayé aujourd'hui. Des tons chers, roses bonbons sur des sculptures en marbre antique, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et j'adorerais les voir, quoi. Il y a quelques rares exemples de polychromie, déjà en disent assez long, hein, qui subsistent. Mais même pour les sculptures du Moyen-Âge, on le voit bien, on accepte très très bien un bois polychrome dans un musée, et par contre, sur la façade d'une cathédrale, on a du mal à imaginer qu'on puisse les repeindre, hein, les sculptures en pierre. Et pourtant, vous connaissez celles de Strasbourg, à l'œuvre Notre-Dame, elles sont absolument splendissimes, quoi. Et parfois dans le jus, en fait, hein, très très peu retouchées. Et non, je pense qu'il y a là une forme de brutalité. Votre petit sursaut, en fait, je pense qu'il est réellement culturel, en fait. Hein, et je l'ai souvent vu avec des restaurateurs. On y va et puis on accélère, mais on tire le frein à main, quoi. Et c'est les pneus qui souffrent. Donc, non, je suis pour, qu'on soit bien clair. On a un devoir patrimonial, évidemment, quoi, et ça, il ne faut pas l'oublier. Mais il est clair que pour le retable, pour la Sixtine, pour certaines sculptures, allez-y, quoi. Alors après, les reconstitutions qui débordent un petit peu, évidemment. Hein, les Goya restaurés au 19e, qui sont plus la signature du restaurateur qui a fait du pseudo-Goya que Goya lui-même. Bon, là, on peut effectivement commencer à discuter très fortement. Mais je pense qu'il y a une perception de la couleur qui est très biaisée de nos jours. Et regardez-nous, hein. Qui porte un pantalon rayé rouge et vert Je me suis autorisé des chaussettes, mais... Romain, c'est noir, hein. Donc, vous voyez, je pense que c'est... Depuis que je suis prof aux Beaux-Arts à Paris, je me rends compte à quel point les étudiants parisiens sont vraiment très, très, très marqués par les toits de zinc et par ce... Non, mais réellement, c'est pas une boutade. On est marqué par une couleur. Et je pense qu'effectivement, l'Île-de-France est marquée par ça. J'ai participé à la restauration, à la mise en couleur de bâtiments autour de la cathédrale à Strasbourg. Un ami qui faisait de la restauration immobilière m'a sollicité. Et j'ai proposé un vert pâle qui était le même que le cuivre des toits de la cathédrale. Voilà. Et ça a été refusé en un premier temps par les monuments historiques. Parce que la femme qui faisait ça venait de Bretagne. Et elle m'a dit clairement, je suis malade en Alsace. Je suis malade. Quand je vais dans le vignoble et que je vois des maisons vertes, bleues, rouges, ça me rend folle. Je dis, mais littéralement, elle me l'a avoué. Moi, je suis bretonne. Alors, je dis, ah oui, le menhir et le lichen, quoi. Mais du coup, c'est aussi une façon de mettre de la couleur. Voilà, les fenêtres. Il faut savoir que les fenêtres des bâtiments historiques de la France entière doivent être blanc et gris Île-de-France. Alors qu'il n'y a aucune raison qu'en Provence, au Pays Basque ou en Alsace, ce soit gris Île-de-France, la huisserie. Alors, on a la chance de pouvoir poursuivre la conversation à la Galerie Bernard Jordan, donc on va s'y diriger. Vous êtes tous bienvenus, le public aussi, si vous le souhaitez. C'est rue Guénégaud. C'est rue Guénégaud, 6 rue Guénégaud, je crois. Le 16, c'est vraiment à l'ombre de l'hôtel de la Monnaie. C'est juste derrière la Monnaie de Paris. Oui. C'est ça. Donc on va refaire un peu le chemin qu'on a fait la dernière fois, en passant peut-être par le Pont Neuf pour les participants. Et comme ça, on peut continuer à discuter un peu avec Daniel et puis surtout voir les œuvres en vrai. On peut peut-être refaire un petit applaudissement quand même.